Ah voilà, du coup, notre programme, c'est durant 25 minutes, on discutera de la dynamique de mobilisation, comment mobiliser un collectif. Puis, dans un deuxième temps, nous aborderons la question de la mise en place concrète de la gouvernance partagée, une question de méthode, de recettes qui ont été éprouvées ou qui restent à éprouver pour mobiliser et fédérer le collectif. Et puis, nous prendrons le temps de parler de l'aspect juridique, de la structuration et de la formalisation d'une gouvernance partagée. Je vais simplement rappeler à tous et à toutes de bien couper le micro pour qu'on n'ait pas d'interférence. Et puis, nous allons pouvoir commencer. Donc, sur la première partie, comment mobiliser un collectif, la dynamique de mobilisation. Sur cette première question, je vais laisser la parole au témoignage de terrain. Et du coup, Céline Bonnet, qui est donc, je le rappelle, facilitatrice du tiers-lieu, l'atelier du Palais à Bellac. Du coup, on souhaitait vous entendre nous apporter votre témoignage sur la création du collectif. Comment ça s'est passé? Voilà, une question. Comment vous avez pu mettre en place ce collectif? Quelles sont les questions que vous êtes posées peut-être dès le départ? Est-ce que vous avez souhaité créer une nouvelle association? Est-ce que vous avez pensé à une SKIC avec la mairie, un portage de la Fédé? Voilà, Céline, je vous laisse la parole. Merci, donc bonjour à tout le monde, merci de m'accueillir pour ce webinaire et pour le témoignage donc au nom du tiers-lieu, l'atelier du Palais. Alors, la création du collectif, pour nous, elle s'est faite au fil de l'eau, en sachant qu'on a entamé la démarche de projet en s'associant, donc, comme il a été dit, à la commune de Bellac en fin d'année 2018, puisque eux avaient déjà de leur côté réfléchi à cette question de l'émergence d'un nouveau lieu sur la commune qui pourrait accueillir et fédérer de nouvelles initiatives avec un axe autour du coworking et du numérique, mais sans vraiment figer tous les axes d'intervention et les contenus. Donc, on a intégré, on a conventionné en fait à ce moment-là, en fin d'année 2018, avec la mairie de Bellac en tant que fédération départementale pour apporter notre accompagnement sur la démarche participative à cette initiative municipale au départ. Donc, on a enclenché sur le territoire des rencontres, d'abord un sondage participatif pour prendre un peu l'avis de toute personne ou structure qui souhaiterait donner son avis et ses besoins sur cette nouvelle idée. Et puis ensuite, on a organisé donc des réunions publiques et aussi des rencontres plus thématiques et participatives sur différents sujets, que ce soit justement au niveau de la gouvernance, que ce soit au niveau de la vie associative, du coworking, du numérique et de la médiation numérique. Voilà, donc on a organisé différents temps comme ça. Qui était ouvert à tous, qu'on a communiqué par différents relais, que ce soit la presse ou le bouche à oreille ou par les partenaires divers et variés qu'on pouvait avoir sur le territoire. Et au fil de ces rencontres, en fait, il y avait en général une trentaine ou une quarantaine de participants. Et parmi ces participants, il y avait des gens qui revenaient à chaque fois sur tous les sujets et à toutes les rencontres. Des gens qui étaient force de proposition et qui avaient envie d'avoir une vision globale des choses. Donc ça a duré, on va dire, bien un semestre, puisque la première réunion publique, enfin le sondage participatif, on l'a lancé en janvier 2019, et puis ensuite le déroulement des réunions publiques et puis des rencontres thématiques, ça a duré jusqu'à l'été 2019, donc bien sûr 6 mois.
où voilà, au fil de ces 6 mois, on a pu comme ça constituer un noyau en fait de personnes qu'on a pu identifier et à qui on a proposé de constituer un groupe. Dans un premier temps, on n'a pas forcément parlé de collectif, on a plutôt parlé d'un groupe de suivi pour aller plus loin dans les réflexions sur la base des échanges qui avaient été portés au cours de ces différentes rencontres. Donc, on leur a voilà, posé la question individuellement à chacun d'entre eux. Ça représentait environ une petite vingtaine de personnes avec des profils très différents les uns des autres, à la fois des habitants de Bellac ou d'autres communes aux alentours, des représentants d'associations, des élus, des auto-entrepreneurs, enfin voilà, des personnes qui venaient pour des raisons différentes, mais qui trouvaient un intérêt à échanger sur les questions globales du devenir du projet. Donc, ils ont tous répondu favorablement pour intégrer ce groupe de suivi. Voilà, et puis on a commencé à faire des réunions plus fréquentes avec ces personnes. Alors, toutes n'étaient pas forcément présentes à chaque fois parce que le rythme des réunions s'est un peu accéléré. Donc, c'est parfois difficile de se mobiliser à chaque réunion, mais en tout cas, il restait présent globalement. Donc voilà, le collectif s'est constitué d'abord comme ça, au fil du temps, un noyau de personnes qui s'est resserré, qui a été de plus en plus sollicité pour des rencontres de travail et de réflexion, où on les a aussi associés à des rencontres avec les partenaires financiers. Par exemple, je pense à la région Nouvelle-Aquitaine qu'on a sollicité pour soutenir le projet de tiers-lieu. Le technicien, quand on dépose un dossier à appel à manifestation d'intérêt tiers-lieu, vient constater en fait sur le territoire la dynamique de projet. Donc, ces personnes-là ont été associées aussi à ces rencontres. Et puis après, voilà, quand le moment du portage du tiers-lieu en tant que tel s'est posé, donc comme disait Karine, est-ce qu'on crée une nouvelle association? Est-ce qu'il y avait une formalisation juridique avec la mairie? Est-ce que, voilà, au moment de ce questionnement-là, il a fallu matérialiser un peu plus les choses et officialiser un peu plus les choses. Donc, c'est là qu'on a parlé de collectif. Où donc, alors, les questions qui se sont posées, c'est, enfin, ça s'est pas vraiment posé finalement comme question parce que la mairie, même s'ils étaient à l'initiative de la démarche et du projet au départ, ne souhaitait pas être porteur ou être identifié comme porteur du lieu une fois que le lieu prendrait vie. Il voulait vraiment laisser ce lieu ouvert et qu'il n'y ait pas aussi d'étiquette municipale ou politique autant que possible en tout cas parce qu'il y en a quand même toujours peut-être plus ou moins une, mais il voulait pas être associé au portage voilà, juridiquement en tout cas. Donc, il voulait déléguer le portage du lieu et de son animation à un porteur associatif. Donc, nous, on était déjà une fédération associative, fédération départementale. Il y a une association locale, famille rurale aussi sur Bellac. Donc, au départ, je reviens un peu en arrière, mais au départ, quand on s'est associé à la mairie de Bellac pour accompagner la démarche participative, on a bien entendu posé avec l'association locale on s'est posé la question avec l'association locale de savoir comment eux souhaitaient s'intégrer à cette démarche, est-ce qu'ils voulaient être identifiés par la mairie comme
accompagnateur de la démarche avec peut-être une salariée de la fédération mise à disposition de l'association pour apporter des compétences salariées. Bon, voilà, toutes ces questions se sont posées. L'association locale n'a pas forcément pris ce parti-là parce qu'eux, ils avaient aussi des problématiques internes et puis des questionnements autour de la stabilisation de leur activité première avant de se lancer dans un autre projet. Et puis, voilà, ils n'avaient pas forcément le concept tiers-lieu était encore assez flou pour eux, donc ils n'arrivaient pas à se saisir de ça, mais par contre, ils étaient vraiment partants pour s'associer aux réflexions et à participer au projet et à le relayer. Donc, assez vite, c'est poser la question de savoir si la fédération serait en capacité de porter l'animation et la gestion du lieu, que ce soit en termes de compétences ou de moyens financiers, etc. Donc, il a fallu travailler à cette hypothèse. Et donc, il a fallu bien sûr réfléchir notamment, surtout, à la capacité financière à gérer le projet et à dédier du temps de travail salarié sur ce projet. Donc, c'est à ce moment-là aussi qu'on a décidé, qu'on a évoqué la possibilité du soutien de l'AMI tiers-lieu au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, en parallèle de ça, la mairie a lancé un appel à candidature pour la gestion et l'animation du lieu. Bon, parce que légalement, c'est ce qu'il faut faire. Après, nous, étant donné qu'on avait suivi toute la démarche de projet, c'était assez légitime qu'on puisse être retenu sur cet appel à candidature. Et donc, pour en revenir au collectif, à partir du moment où c'est décidé et formalisé que la fédération serait gestionnaire, si on peut dire ça comme ça, administrativement, en tout cas juridiquement, du lieu, on s'est demandé comment les membres de ce groupe, futur collectif, pourraient légitimement être reconnus. Et donc, ce qu'on a proposé, c'est que les membres du collectif puissent devenir adhérents de familles rurales pour avoir un statut bénévole légitimé, à la fois pour la reconnaissance de leur rôle, mais aussi pour des questions d'assurance. Merci beaucoup, Lucille. Peut-être que Céline, pardon. Peut-être que du coup, on entamera cette question du rôle. Et justement, comment, avec quelle méthode vous avez constitué la gouvernance. Mais en tout cas, merci pour ce premier témoignage qui nous permet de voir comment vous avez constitué votre collectif en partant finalement entre guillemets, de rien, quoi, hein, sur une idée et accompagné par la mairie. Du coup, je voudrais faire intervenir Lucie Légron. On a beaucoup de Lucille. Donc, justement, sur ce premier témoignage et du coup, sur les conditions, les critères essentiels et indispensables de la démarche d'un tiers-lieu, la composante du collectif, toutes ces questions-là autour de la mobilisation d'un collectif. Merci Karine. Alors merci aussi Céline pour le témoignage. Alors c'est un témoignage qui est assez courant dans l'émergence des projets de tiers-lieux puisqu'il part d'abord des besoins des utilisateurs et des envies et des attentes et c'est sur cette base-là que se fondent beaucoup de projets et que voilà, pour nous c'est un ingrédient un peu déclencheur d'une dynamique plus large et collective. Dans toutes les structures qu'on peut identifier aujourd'hui et sur lesquelles on a pu reconfirmer via les données du sondage national, on voit bien que dans ces lieux, les personnes qui vont contribuer, ce sont des bénévoles. Donc, il y a vraiment un fort engagement des bénévoles, même s'il y a des salariés. Hein. Aujourd'hui, on est sur un cap où on est à la fois sur
sur une montée en charge, en tout cas des salariés dans les structures de tiers-lieux, avec encore beaucoup d'engagement bénévole. Donc, on est sur un mix comme ça, bénévoles, salariés, administrateurs, service civique, stagiaires, quand voilà, on est sur un modèle associatif qui finalement, je pense, est assez représentatif aussi de la vie de famille rurale et de comment s'est construit le mouvement famille rurale. On est assez proche là dans l'historique et l'historique de vie, on est assez conjoints. Souvent, ça s'organise ad hoc, c'est-à-dire à partir de rien, où il faut monter tout depuis le départ avec une structure nouvelle qui permet à chacun finalement de pouvoir prendre place. Voilà, c'est ce qui est le plus, comment dire, facilitant pour justement impliquer et faire en sorte qu'il y ait un engagement des personnes en fait qui sont à l'initiative. Et puis de plus en plus, parce qu'on parlait de tendance aussi tout à l'heure, de plus en plus aussi, il y a des structures, des associations existantes qui sont assez renforcées au niveau économique ou au niveau des ressources humaines et qui permettent peut-être dans certaines zones où c'est plus difficile de se structurer, de porter en fait le projet de tiers-lieu. Donc, ça sous-entend que pour ces associations-là, elles ouvrent un peu leur cadre de référence. Alors, j'ai deux exemples en tête qui sont assez différents. Il y en a un qui est en Grèce, qui est issu d'une compagnie de danse, qui a ouvert son modèle associatif en proposant d'accueillir et d'animer un lieu collectif de travail. Et donc, ça, c'est vraiment l'association de danse qui s'est dit, en fait, moi, j'ai besoin d'un outil, mais je veux aussi le partager avec d'autres et je vais ouvrir le cadre de référence associatif. Et le deuxième exemple que j'ai, c'est le réseau des acteurs du numérique à Bordeaux qui a constitué le Node au départ, qui au départ est un réseau d'acteurs et qui s'est dit, c'est pareil, nous aussi, on a besoin d'un lieu collectif et du coup, on va ouvrir un peu le cadre de référence qui était au départ sur la valorisation du travail indépendant dans le numérique, etc. et qui a valorisé l'implication des petits acteurs du numérique autour d'un lieu commun et ça a renforcé, en fait, ça a proposé autre chose au cadre de référence associatif. Après, je vais peut-être pas plus loin parce que je crois que tu vas m'interroger plusieurs reprises. Oui, merci beaucoup. Du coup, je vous propose d'écouter un autre témoignage de Sonia Baudu, qui est directrice du tiers-lieu Quesaco à Briançon-Roselle en 87. Et du coup, je vous rappelle que c'était un espace une association déjà existante et qui a fait pas la même démarche du coup que Céline Abellac, qui lui a décidé de se transformer, de mettre en marche une démarche tiers-lieu. Et du coup, ce qu'on aimerait bien savoir, Sonia, c'est quel a été en fait l'effet de cette démarche tiers-lieu, on parle bien encore du collectif sur la structure porteuse. De nous dire un petit peu ce qui s'est passé. Donc, il y a eu, je pense que d'après ce que je sais, c'est que ce projet tiers-lieu a mobilisé beaucoup de personnes extérieures et notamment, il a fallu composer avec les gens qui arrivaient et ceux qui étaient là depuis de nombreuses années, pardon. Donc, quel impact ça a eu sur votre gouvernance aujourd'hui, puisque le CA a été renouvelé entièrement? Alors, si on devait le caractériser par un seul mot, ce serait la nouveauté, parce que ça a amené un énorme renouveau au niveau des expériences et des regards. Donc, les gens ont amené une nouvelle expérience, un nouvel angle de vue. Et du coup, ça a permis de restructurer ce qui était un peu vieillissant, et dans la gouvernance, et dans le mode de fonctionnement, et dans les habitudes qui étaient prises. Donc, du coup, nous, ça a tout bousculé dans l'association, effectivement. On a revu le mode de fonctionnement qui s'était un peu sclérosé parce que l'association est installée depuis 98 sur le territoire. Donc, on est passé au niveau… ça a rendu la communication plus fluide, en fait.
ça a permis on s'est appuyé sur l'expérience des gens qui arrivaient pour remettre en place une communication beaucoup plus fluide, et en ça, on a été aidé par les outils numériques nouveaux. Il y a eu une espèce d'échange de savoir entre les gens qui arrivaient plutôt retraités, qui maîtrisaient pas l'outil numérique, et les jeunes parents qui, eux, se sont investis et ont pris part dans la démarche du tiers-lieu. Parce que sur le territoire, il y a deux populations qui cohabitent. Les gens qui ont toujours vécu sur cette zone rurale avec leur tradition, et les nouveaux arrivants de la ville de Limoges, qui est pourtant pas très loin, mais avec leurs propres habitudes. Et du coup, ce projet nouveau a permis à ces gens de se rencontrer. Et ça a fait émerger donc une nouvelle vie, tout simplement. Ça a fait se mélanger les personnes, et on a maintenant une gouvernance plutôt horizontale où tout fonctionne en cercle, avec un cercle central et des cercles secondaires qui correspondent aux différents projets des gens. Et ce qui a permis en fait de transformer l'association par ce biais-là en fait. Et est-ce que je peux vous poser la question, comment vous y êtes pris en fait pour proposer cette démarche nouvelle? Ça a fonctionné par en fait bouche à oreille, parce qu'en zone rurale, c'est le bouche à oreille en fait finalement qui donne le ton, et par des rencontres. On a été alors pour faire court, il y a eu une crise de gouvernance où les anciens bénévoles étaient fatigués parce que l'association a grossi de manière très exponentielle. On est passé d'un petit centre de loisirs rural à un pôle enfant-jeunesse et à une explosion des activités d'animation locale. En fait, un centre de loisirs pour les parents finalement. Et les personnes en place en fait s'épuisaient, et en fait elles voulaient partir mais ne voulaient pas partir parce qu'elles voulaient pas laisser ce qui servait à animer le territoire. Et le tiers-lieu a emmené des gens qui ne se seraient pas tournés vers l'association parce qu'elle était trop connotée enfant-jeunesse. Et du coup, en faisant des rencontres, parce que du coup, les bénévoles ont claqué la porte de fatigue, en fait, tout simplement. Et donc, en fait, les bénévoles restants ont lancé des réunions auprès de chaque adhérente de l'association par thématique. Il y a eu une réunion micro-crèche, il y a eu une réunion famille à LSH, il y a eu une réunion des nouveaux arrivants avec leurs idées sur ce qu'ils auraient aimé faire sur le tiers-lieu. Et on a fait sortir l'idée qu'il fallait dans le conseil d'administration une personne représentante par activité de l'association et une personne par territoire où l'association intervenait. On a eu une chance phénoménale, c'est que le fait d'ouvrir la parole a permis à des gens qui n'osaient pas de s'investir, de rentrer dans le cercle pas tout seul, parce que c'est difficile d'entrer dans un groupe tout seul. Donc il y a eu une vague de nouveaux arrivants. Comme ils n'étaient pas tout seuls, finalement, il y a eu émulation. Et il y a quand même quelques bénévoles historiques qui sont restés, ce qui a permis de mettre en mouvement, en fait, ils ont été pivots de ce changement, finalement. Et ça a donné en termes... Oui ? Non, allez-y, allez-y. Et ce qui fait que maintenant, notre gouvernance horizontale ressemble à une fleur. Donc, c'est dommage que je n'ai pas d'écran parce qu'on a une coupure de ligne là sur Orange. Mais en gros, vous imaginez une fleur où le centre, c'est le conseil d'administration. Et autour, vous avez un comité de pilotage plus enfants-jeunesse, un comité de pilotage plus animation locale, un comité où l'ensemble des partenaires se retrouvent, et un petit comité habitants où il y a des gens qui nous aident plus ponctuellement. Et à côté de ça, il y a un conseil technique des salariés qui finit d'entourer finalement le conseil d'administration. Et est-ce que je peux, pareil, j'aimerais bien savoir, Céline nous disait, moi ça m'a pris pratiquement un semestre pour mobiliser le collectif. Combien de temps ça vous a pris à vous? Alors l'urgence du fait qu'il y ait des gens qui nous aient lâchés, en fait on a commencé les démarches en mars 2020. Et on avait la nouvelle gouvernance, au moins le squelette de la nouvelle gouvernance en
en novembre 2020 et elle s'est formalisée finalement en février 2021. D'accord. Très bien. Merci beaucoup à vous également. Donc, on voit à travers ces deux exemples, comment se constituent un petit peu ces collectifs, comment le tiers-lieu a pu être moteur pour ouvrir le champ des possibles, pour renouveler les gouvernances qui parfois étaient peut-être un petit peu vieillissantes, et qui a permis de renouveler, d'amener un petit peu de dynamique dans cette association. Du coup, je passerai la parole à Lucille Richard sur cette question de dynamique collective multi-acteurs. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire de façon un peu peut-être globale quels sont les véritables enjeux d'une gouvernance partagée en fait pour une structure, la plus-value, et quel regard vous portez en fait sur ces gouvernances multi-acteurs? Alors, déjà, juste pour en préambule, nous, on n'est pas, on est spécialisé donc à l'URSCOP pour la création et l'accompagnement, le développement des scopes et des SIC. On n'est pas spécialisé en tant que tel sur les tiers-lieux et leur gouvernance. Néanmoins, on voit arriver de plus en plus de tiers-lieux qui arrivent et qui ont envie de se constituer en SIC. Voilà, je ne sais pas si certains connaissent ce statut, mais on a notamment l'Oasis de Tisserand qui est un tiers-lieu qui est sur La Rochelle, et on en a un autre qui est en construction vers Romagne. Donc, par rapport aux enjeux stratégiques, j'ai envie de dire, nous, on ne parle pas vraiment d'enjeux stratégiques en termes de gouvernance partagée. Le modèle SIC, le statut juridique de SIC, donne déjà un cadre légal qui va favoriser la mise en place d'une gouvernance partagée. Même si le statut juridique ne fait pas tout, il va permettre de cadrer les choses de manière assez juridique, pour être clair. Mais on va pas faire, on va accompagner à l'émergence un petit peu comme les témoignages ont pu expliquer. Néanmoins, c'est pas tant notre cœur de métier. On s'appuie aussi sur d'autres experts en gouvernance partagée quand vraiment les projets sont trop émergents, parce que c'est quand même un métier d'accompagner l'émergence d'une gouvernance partagée. Mais quand il nous arrive, ce qu'on regarde dans un modèle SIC, c'est le modèle économique, c'est le projet coopératif et le projet financier. Et dans le projet coopératif, on regarde effectivement quelles sont ces différentes parties prenantes qui vont constituer la future SIC et donc le futur capital de la société, et comment va être organisée la gouvernance, qui va prendre les décisions, comment vont être diffusées les informations, quels vont être les espaces créés pour débattre, communiquer, impliquer. Voilà, on va préparer un petit peu ça en amont de la création et surtout le faire vivre une fois que la SIC est créée. C'est tout l'enjeu, c'est de le faire vivre. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça a répondu une partie des questions. Si, en tout cas, pour être un peu synthétique, si je peux résumer sur je ne parle pas trop d'enjeux stratégiques, mais plutôt d'ingrédients en SIC. En tout cas, on est vigilant à ce qu'il y ait des espaces pour créer, débattre, communiquer, des outils d'information, de communication, que ça circule bien. Il y a des valeurs de transparence qui sont très fortes dans les modèles SCOP et SIC, et éduquer aussi à la posture d'associé d'une SCOP ou d'une SIC. Voilà. Finalement, ça formalise ce contrat-là multi-acteur qui parfois fait peur d'intégrer même parfois une collectivité, et du coup, ça permet de créer l'espace nécessaire et je veux dire, je trouve pas mon mot, mais je voulais dire tranquille, assez sécure finalement, alors qu'on pourrait se dire, oula, si je fais rentrer une collectivité dans ma gouvernance, attention. Alors, par exemple. Pour le modèle SIC, pour le coup, il est clairement bien fait pour intégrer une collectivité. Puisque dans une SIC, il faut que vous ayez 3 catégories au minimum d'associés. Vous aurez une première catégorie qui seront les salariés et ou les producteurs du service. Une deuxième catégorie, ce sont les bénéficiaires, les usagers du service. Et une troisième catégorie qui est autre, un petit peu fourre-tout, où là, on va retrouver des collectivités. Mais statutairement, juridiquement, les collectivités ne peuvent pas détenir plus de 50% des parts du capital.
Voilà, sachant que dans une SIC, donc quand je parle de SIC, je ne parle pas d'association. Hein. Une SIC, on est bien, donc on a des tiers-lieux en SIC, sur des modèles économiques à but lucratif, même si la lucrativité est limitée, voilà, par les statuts. Mais ça fonctionne dans une manière démocratique, selon le principe d'une personne égale une voix, quel que soit le capital qu'il détient. Donc, c'est intéressant parce que la collectivité, même si elle a, admettons, 49% des parts, elle aura en assemblée des associés jamais plus de parts, enfin de poids, pardon, qu'un bénéficiaire, un client qui détient une petite part. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Du coup, je pense que je vais revenir vers toi, Amor, parce que tu as des questions. Oui, alors en fait, on a des questions pour Céline et Sonia. D'abord, pour Céline, deux petites questions sur finalement le choix par la mairie de confier cette dynamique tiers-lieu et l'animation finalement du collectif et son émergence à Famille Rurale. Donc, il y a eu des questions, alors soit dans le chat ouvert à tous ou même aux organisateurs, s'il y a eu de la mise en concurrence, un appel d'offres, une délégation de services publics. Donc, il y a une question là-dessus. Et puis, encore pour Céline, une deuxième question par rapport finalement à la temporalité dans les prises de décision, de savoir en combien de temps finalement le collectif, la collectivité ont décidé de confier finalement le portage et finalement le pilotage de la démarche à l'association. Et puis ensuite, il y aura une question pour Sonia sur justement ce qu'elle expliquait sur l'organisation de sa gouvernance en pétale, pour savoir si parmi ces cercles d'utilisateurs, ces derniers sont représentés aussi au conseil d'administration de l'association, ou est-ce qu'il ne reste que dans ce collectif d'usagers, et donc de savoir s'il y a finalement une porosité entre la structuration du collectif du tiers-lieu et finalement la gouvernance statutaire de l'association. Alors peut-être commencer par Céline d'abord. Alors, par rapport à la temporalité, j'avais répondu dans le chat. Donc, sur la formalisation en fait du collectif, ça s'est fait, comme je disais, un peu. La constitution, en fait, l'identification des personnes s'est fait un peu au fil de l'eau tout au long de l'année 2019. Mais la formalisation, s'est fait entre l'été et décembre 2019, en fait, la fin de semestre 2019, où on a, et du coup, ça se met en parallèle avec la formalisation du choix de la fédération à se porter donc volontaire, enfin, à accepter cette nouvelle gestion d'un nouveau lieu et d'un nouveau projet, donc qui s'est fait pareil, hein, entre l'été et septembre 2019, ça a été validé par le conseil d'administration. Au même moment, on a rempli l'appel à manifestation d'intérêt pour la région Nouvelle-Aquitaine, et donc au même moment, mais ça a pris un peu plus de temps, on a formalisé l'identité du collectif avec le fait de raccrocher donc les personnes du collectif en tant qu'adhérents bénévoles du mouvement Famille Rurale, et du coup pour aller, du coup je dirais peut-être un peu plus tard, mais on a aussi par la suite raccroché des membres du collectif directement au conseil d'administration de la fédération départementale en tant qu'élus du CA 4. Membres du collectif. Mais ça s'est fait un peu plus tard, en 2020. Voilà. Et pour, j'espère que ça répond à la question. Et pour la délégation de service public, alors on n'est pas sur une délégation de service public. On est là, à l'heure actuelle, on est conventionné avec la mairie de Bellac pour une mise à disposition du lieu à l'usage tiers-lieu
Donc la mairie est propriétaire du bâtiment dans lequel on exerce l'activité, si on peut dire ça comme ça, tiers-lieu. Donc une convention de 3 ans. Et pour passer cette convention, on a d'abord répondu à un appel à candidature que la mairie a publié sur son site internet pour avoir des candidats pour animer et gérer donc ce tiers-lieu. Et on a été retenu. Voilà, je ne sais pas si ça répond à l'intégralité de la question. Très bien, Céline. Et donc l'autre question, c'était pour Sonia. Donc tu as répondu, Céline, aussi à cette question sur les utilisateurs du tiers-lieu et leur entrée éventuelle au conseil d'administration. Est-ce que les différents utilisateurs des différents cercles qui ont été évoqués font aussi partie du CA? Comment ça s'est organisé ce passage d'utilisateur à derrière membre du conseil d'administration? Sonia, je ne sais pas si tu m'entends. Ah, allô, pardon, ça a coupé. Alors en fait, entre les différents cercles, effectivement, il y a des passages possibles parce qu'il y a déjà un canal de communication qui passe dans les deux sens. Il faut le distinguer, le va-et-vient entre les cercles sur le cas asso et le cas tiers-lieu. Le cas association, c'était une volonté des bénévoles d'avoir des représentants sur chaque zone géographique et chaque activité. Donc là, ils ont invité fortement les gens à rejoindre le conseil d'administration. Quant au tiers-lieu, ils invitent à rejoindre le cercle principal, mais il y a des gens qui préfèrent vivre dans leur cercle secondaire qui est indépendant finalement. Donc, s'il y a des gens, des usagers qui veulent entrer dans le conseil d'administration, c'est possible, mais chaque cercle est en fait indépendant. Si un cercle veut, par exemple, on va nommer un cercle par une activité, exemple l'activité yoga, les dames qui se réunissent, parce que pour l'instant il n'y a que des dames, ont mis en place leur propre règlement intérieur, ils ont leur propre budget et elles sont invitées, si elles le souhaitent, à participer aux réunions du cercle principal, mais elles n'ont pas souhaité intégrer le cercle principal. Donc c'est assez souple. Il y a des gens qui veulent s'investir que pour une activité, il y a des gens qui ont une compétence pour s'investir dans le cercle principal. Et voilà, il y a un certain va-et-vient, mais on laisse libre les gens puisque il y a des gens qui ont envie et il y a des gens qui ont moins envie. Donc on ne force personne en fait, mais il y a une possibilité de circuler et de prendre un mandat pour un temps donné, sur une mission donnée, se retirer, mais de continuer sur une autre activité dans la structure. Ok, merci. Je te rends la parole. Alors, du coup, nous allons avancer sur la mise en place de la gouvernance, sur la méthodologie que vous avez utilisée pour mettre en place cette gouvernance partagée dans chacun de vos deux espaces, Sonia et Céline. Peut-être Sonia, vous avez été accompagnée par la SCOP Accolade, donc qui a pour objectif d'accompagner les porteurs de projets en conduisant des démarches participatives. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, comment vous avez vécu cet accompagnement et qu'est-ce qu'il en a résulté? Alors, l'intérêt de cet accompagnement, c'est que ça a permis de donner un espace et un lieu sur un temps donné pour travailler le sujet et de rassembler des gens qui n'avaient pas forcément pris toujours le temps de se réunir tous ensemble. Donc, c'était un point d'ancrage intéressant. Ça a permis aussi de mettre en mots, en fait, les idées qui n'étaient pas abouties ou des bouts d'idées que personne n'arrivait à formuler. Et de quelquefois aussi s'entendre, puisque quelquefois on disait la même chose, mais on n'arrivait pas à s'entendre ni à se comprendre parce qu'on était tous contents de pouvoir monter ce projet et du coup on avait du mal à dire à l'autre qu'on voudrait que ce soit. Et en fait, l'intervention de Xavier a permis de nous extirper
découper la substantifique moelle du projet et de le mettre en mots, de le formaliser et de travailler ensemble. Parce que ni les uns ni les autres, jusqu'à maintenant, on avait eu l'opportunité de travailler ensemble. Donc ça a permis en fait de tirer une sorte de ligne de conduite et un mode d'emploi sur lequel on peut se baser pour ensuite écrire l'histoire du tiers-lieu. Donc là, par exemple, grâce à cette journée de gouvernance, on a une commission travaux qui suit l'avancée de l'aboutissement du projet bâtiment, et on a une commission charte où on est en train d'écrire notre charte de fonctionnement entre acteurs différents. Et le document qui a été formalisé à l'issue de la journée est devenu notre Bible en fait. Ça nous permet quand les discussions sont freinées parce qu'on n'arrive pas à trouver de solution, on reprend ce mode d'emploi et ça nous permet d'avancer et de nous recentrer. Merci beaucoup. Du coup, ça vous a pris du temps? Combien de temps ça a duré cet accompagnement? Alors en fait, on a la chance de bénéficier de l'accompagnement portail. Donc on triche un peu parce que finalement l'accompagnement c'est surtout concrétisé par la journée de réflexion sur la gouvernance qu'on a eue en septembre. Et du coup là après, enfin voilà, on est parti de cette journée-là en fait. D'accord, très bien. Donc du coup, un accompagnement positif puisque vous en servez encore aujourd'hui chaque fois que vous avez besoin, une méthodologie. Et ça vous a apporté une méthodologie en fait. C'est ça. Et ensuite, on a gardé des liens avec l'intervenant qui, de temps en temps, on va lui soumettre une idée et il nous renvoie il nous fait en fait la personne candide. Il nous permet de changer d'angle de vue quand on s'enlise en fait. D'accord. La distanciation de l'intervenant. Et du coup, Céline, vous, comment vous avez travaillé cette question de gouvernance et quelles questions vous avez pu vous poser? Est-ce que tout le monde s'est impliqué de la même façon? Alors nous, là, je rejoins Sonia sur plusieurs points et nous, c'est vrai que la gouvernance, la question de la gouvernance s'est posée à deux niveaux qui au final se sont rencontrés et rejoints, mais il y a eu le premier questionnement au sein même du conseil d'administration de la Fédération Famille Rurale, qui a un fonctionnement très classique de gouvernance avec un président, trésorier, secrétaire, etc. Où il a fallu faire comprendre l'intérêt et la possibilité qu'existe en dehors de ce CA un autre mode de prise de décision et que ça ne voulait pas dire qu'il y avait une perte de contrôle ou quelque chose de complètement électron libre ou de complètement détaché d'un fonctionnement global. Donc ça a été sujet à plusieurs temps d'échanges avec le conseil d'administration pour leur faire comprendre aussi le concept des tiers-lieux et cette notion de gouvernance partagée et horizontale. Donc, il y a eu ce côté-là. Oui. C'est vous qui avez animé ces temps? Oui. C'est moi, effectivement, la plupart du temps. Et c'est aussi par le biais de rencontres, en fait, entre les administrateurs du CA et les membres du collectif, qui n'étaient pas encore collectif à ce moment-là, mais en tout cas, les personnes dont je parlais tout à l'heure, le groupe, le noyau de personnes présentes depuis le début des rencontres, plusieurs fois, il y a eu des occasions à la rencontre, formelles ou informelles. Je pense par exemple à l'été 2019, on a fait ce qu'on avait appelé un visiting tour un peu des tiers-lieux dans les coins, enfin en Creuse notamment. On est allé
voire plusieurs tiers-lieux en Creuse, sur une journée avec des futurs membres du collectif, puisque le mot collectif n'était pas encore officialisé, et aussi des membres du CA qui étaient venus à cette journée. Et donc, ça a permis la rencontre et l'interconnaissance et la confiance aussi. Il y a cette histoire-là de confiance, de se dire que on laisse, comment on dit, on lâche prise un peu sur la prise de décision et les nouveaux projets qui peuvent se faire, qui sont quand même portés en responsabilité par la fédération départementale, mais qui ont une existence sur un territoire un peu plus éloigné du siège de la fédération. Donc il y a eu ce travail-là. Et puis du côté du collectif, enfin du futur collectif, il y a eu aussi tout un travail, comme disait Lucille tout à l'heure, de posture, en quoi ça engage de faire partie d'un collectif, de participer à une gouvernance partagée, comment on fait en sorte que chacun trouve sa place, qu'est-ce que ça veut dire intégrer un collectif, est-ce que ça veut dire que tout le monde doit fournir le même temps d'implication de 2 heures par semaine ou de je ne sais, voilà, après à chacun de voir comment ça peut se formaliser, mais voilà, poser ces questions-là en fait pas niveau, c'est pas le terme, mais en tout cas du plan, sur quel plan chacun se situe en termes d'implication, qu'est-ce que chacun a envie ou peut apporter dans le collectif. Donc voilà, se questionner et en savoir un peu plus sur ces questions de gouvernance partagée. Donc voilà, il y a eu tout ce travail qui a été mené un peu en parallèle et puis qui à un moment donné s'est rejoint, donc par des rencontres informelles, mais aussi par la formalisation de quelque chose de plutôt sécurisant pour, par exemple, le conseil d'administration de la fédération et aussi pour les membres du collectif pour avoir une vision globale où on a proposé à des membres du collectif donc d'intégrer le conseil d'administration de la fédération. Donc 4 personnes se sont portées volontaires et à tour de rôle, en binôme ou tout seul en fonction de leur disponibilité, ils assistent aux réunions du conseil d'administration pour porter la parole du tiers-lieu au sein du CA et aussi pour avoir une connaissance globale de familles rurales au niveau départemental et des projets qui sont menés. Voilà. D'accord. Vous avez formalisé une charte? Oui, voilà, je savais bien que j'avais oublié de dire quelque chose. Oui, en effet, on a formalisé une charte qu'on a travaillée. Alors, on n'a pas inventé l'eau chaude, on a pris modèle sur des choses déjà existantes. Donc, on a glané plusieurs chartes existantes dans plusieurs lieux et puis on a réfléchi sur ce qu'on pouvait réadapter à notre fonctionnement en interne, à ce qu'on rajoutait qui était vraiment propre à notre fonctionnement. Donc, il y a une charte aujourd'hui du collectif et il y a aussi une charte de fonctionnement du lieu, donc là qui est plus globale, qui s'applique à l'ensemble des usagers du lieu, mais les membres du collectif sont aussi des usagers du lieu. Donc finalement, cette charte, elle est valable aussi pour eux. Donc voilà, c'est des documents qu'on a, que j'ai travaillé moi en amont, parce qu'il y a aussi ça, c'est aussi le rôle, pour ma part, j'estime que c'est mon rôle en tant que salarié de faire des propositions, d'avancer les travaux et puis après de les soumettre au collectif pour que chacun puisse y apporter son avis, son approbation, ses remarques, etc. et qu'on formalise un document final tous ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Céline. Est-ce que, Amor, de ton côté, il y a des questions sur cette partie-là de méthodologie un petit peu qui ont été éprouvées par les 2 associations?
Alors, il y a une première question, mais je vais répondre directement sur la charte pour savoir s'il y a des exemples de chartes existantes. Donc, on mettra le site portail dans lequel il y a un certain nombre de ressources et avec un exemple de charte de gouvernance. Et puis, il y a une question, effectivement, qui peut être envoyée finalement à tout le monde sur le fait que s'il est possible d'avoir une gouvernance parfaitement horizontale, puisque tout le monde en a parlé, et de savoir si le fait de parler de gouvernance horizontale, ça s'oppose oui ou non au fait qu'il y ait quand même un leader ou un pilote, entre guillemets, de la démarche. Donc peut-être voilà, une question qui est posée dans le chat à tout le monde, à tous les participants. Peut-être les deux, Lucille, vous pouvez nous éclairer un petit peu? Oui, je veux bien intervenir. C'était hyper intéressant de voir jusqu'où vous avez réussi à aller en termes de gouvernance partagée et puis l'apport de l'accompagnement sur ce sujet-là. Peut-être revenir sur, enfin moi il y a des éléments qui m'ont frappé, c'est l'autonomie en fait des cercles de projet avec quasiment une autonomie un peu complète puisque On t'entend pas, Lucille. Lucille, est-ce que les autres entendent Lucille? Non, on l'a perdu. Je vais l'appeler. Lucille. Pardon. Lucille, on t'a perdu. Vous m'avez perdu à quelle phrase? À quel moment? Presque au début. C'est vrai. Parfait. Bon, alors du coup, je reprends. Sur la question de la gouvernance horizontale, j'étais justement en train de dire que je n'étais pas experte sur ce qu'on pouvait mettre derrière. Moi, ce que j'entends et ce qui était assez frappant dans les exemples de Sonia et de Céline, c'est l'autonomisation des cercles de projet avec des budgets dédiés pour que voilà, l'opérationnalité et l'organisation puissent se faire sans qu'il y ait un chapeau qui dit si oui, sinon, on peut faire ci ou on peut faire ça. Donc, je ne parlerai pas tant d'organisation, de gouvernance horizontale que plutôt d'organisation qui remonte du terrain et qui se légitime par le terrain et qui s'organise de façon statutaire ou pas, hein, parce qu'on peut aussi avoir des formes de cercles qui ne sont pas inscrits dans les statuts, mais qui permettent à la structure de s'organiser en groupe, en fait, voilà. Et puis, selon moi, il y a quelque chose sur lequel il faut être plus vigilant, c'est comment l'ensemble de ces cercles sont mis en cohérence et en regard du projet de la structure à un moment donné. Donc là, aujourd'hui, c'est le conseil d'administration qui joue ce rôle un peu de direction stratégique, mais il me semble que dans le regard que pourrait porter aussi une instance aussi décisionnelle, elle pourrait être de regarder comment ces domaines d'activité ou ces projets sont cohérents et comment on peut travailler les passerelles entre ces groupes d'acteurs qui sont un peu autonomes. Parce que demain, l'enjeu, c'est aussi justement de croiser un peu les mondes, de croiser les projets pour en créer de nouvelles bulles, en fait. Donc, j'ai envie de dire que c'est une super première étape et que c'est assez, c'est pas rare de voir qu'il y a une gouvernance partagée parce que ce que nous montrent les tiers-lieux, c'est qu'il y a un fort engagement des adhérents, des utilisateurs, etc., qu'il y a une vraie place qui est laissée à ces personnes-là, mais c'est pas pour autant que c'est aussi bien structuré en cercle autonome. Voilà. Merci. Est-ce que Lucille, Richard, vous voulez témoigner aussi sur cette question d'horizontalité? Oui, effectivement, nous on a alors pas forcément dans le domaine des tiers-lieux, mais dans les scopes et SIC, surtout les SIC, on a effectivement des coopératives qui testent des gouvernances type holacratie, sociocratie, voilà, donc une recherche de quelque chose de très, très horizontal. Néanmoins, il y a quand même un cadre juridique au final avec pas forcément des leaders, mais effectivement, il y a en tout cas, il y a des processus décisionnels qui sont toujours, en tout cas, qui tentent d'être formalisés pour que les choses soient claires, savoir où on prend les décisions, comment. Donc, les méthodes, en tout cas, quand on teste des choses comme ça, les méthodes doivent être
le plus formalisé possible pour que chacun puisse s'y repérer. C'est quand même des choses assez complexes hein, à mettre en… C'est extrêmement puissant, c'est super chouette en termes de gouvernance partagée, mais c'est quand même très complexe et très énergivore aussi. Mais ça produit quand ça fonctionne bien, c'est assez puissant. Le statut SIG va rajouter une couche à cette gouvernance horizontale, le statut SIG, donc statut juridique, puisque du coup, il va cadrer les choses de sorte que s'il y a une déviance, entre guillemets, notamment une déviance, par exemple, sur la finalité, les communs, voilà, quelque chose, un cercle qui tendrait à être un petit peu trop autonome, par exemple, il y a toujours l'assemblée des associés qui est là pour déjà décider, au final, sur le principe d'un homme égale une voix. Donc, c'est toujours au moins une par an. Et il y a aussi une révision coopérative quand on est en SIC, qui est tous les 5 ans, ou en révision coopérative, c'est un audit où on va interroger en fait la finalité d'intérêt collectif, donc les communs qui auront été décidés au tout début, puisque parler de la personne, hein, est-ce que ce qu'on formalise, ce qui fait le commun, la raison d'être de la structure, on le réinterroge, voir si l'activité telle et l'organisation répond toujours à ce commun. Voilà, ça c'est un audit. D'accord, merci beaucoup. Merci. Du coup, on va peut-être passer justement à la troisième partie, Amor, à moins que tu aies d'autres questions. Non, plutôt plus de questions Amor, pour l'instant. tu es là? Oui, je suis là. Ok, donc du coup, Lucille Aigron, sur la troisième partie, on avait envie d'entendre la coopérative sur nous faire un petit état des lieux en Nouvelle-Aquitaine, une sorte de photographie comme ça, des différents types de gouvernance qui prédominent. Il y a pas de, enfin, je disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'associations, hein, il y a pas loin de 70% de modèles associatifs, donc ça c'est vraiment le statut juridique, mais c'est pas un lieu commun de dire que ça permet quand même d'avoir un enjeu démocratique aussi derrière ces projets-là. Comment formuler? En fait, on a des espaces de travail partagés, un peu de tout type, tertiaires, agricoles, artisanaux, etc., sur lesquels se greffent aussi des tas d'autres métiers dans le projet. On peut trouver une cantine associative, un restaurant, un café, une offre de médiation numérique, de l'accompagnement, des incubateurs. Enfin voilà, donc c'est très complexe et ce que généralement c'est porté par une seule et même instance collective, ce qui est potentiellement une erreur parce qu'on ne gère pas un restaurant de la même façon qu'on peut gérer un espace de médiation numérique. Donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui, de par l'hybridation de ces projets, d'arriver à trouver une espèce d'organisation, comme elle a été décrite par Sonia et Céline, de cercle métier en fait, pour que les choses arrivent à se passer avec le moins de friction possible. Voilà. Et que la compréhension, en tout cas qu'on intègre davantage dans nos gouvernances la question de l'hybridation des modèles. Voilà. Aujourd'hui, on est encore beaucoup sur comment dire, de s'appliquer des modèles un peu classiques, historiques, associatifs, sans vraiment se poser la question de comment ça va s'organiser derrière, comment ça fait remonter le terrain, comment la question de la participation, elle vient croiser tout ça. Donc voilà, du coup, c'est bien que ce soit enregistré. On pourra diffuser la vidéo à tous les tiers-lieux de Nouvelle-Aquitaine. Merci Lucille. Du coup, Lucille Richard, vous avez déjà parlé de SKIC, de SCOP, etc. Et on s'était dit que c'est pas évident parce que parfois les gens ne connaissent pas. C'est des termes qui nous parlent pas tous. Et donc de faire peut-être, on n'a pas beaucoup de temps, mais de nous faire quand même un bref retour sur ce qu'est une association, les différences entre ces statuts-là, pour ceux qui souhaiteraient, qui nous écoutent et qui souhaiteraient
qui souhaiteraient justement en savoir plus, en sachant que malheureusement, le temps nous est compté. On n'aura peut-être pas le temps de diffuser tout le support, mais au moins peut-être nous dire quelles sont les différences. Et on vous enverra peut-être à tous, à mort, les ressources nécessaires et peut-être le contact aussi de l'URSSCOP pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. Oui, alors du coup, donc nous, on s'occupe des SCOP et des SIC, comme j'ai dit, nos sociétés coopératives, ouvrières de production ou sociétés coopératives d'intérêt collectif, les SIC. Donc, je vous ferai voir juste au moins une diapo ça, pour avoir le schéma en tête. Donc, si on d'abord par rapport aux associations, ce sont des sociétés, donc à but lucratif, mais à lucrativité limitée. Donc, effectivement, quand on a un projet, nous, de tiers-lieu qui arrive, par exemple, au-delà de la gouvernance du projet d'intérêt collectif, on va regarder très rapidement le projet économique, le modèle économique pour être plus précis. Et selon ce qui ressort de ce modèle économique, selon la maturité de ce modèle économique, on va orienter plutôt le projet sous un statut association, ou s'il est plutôt mature et bien déjà avancé, un modèle économique qui est rentable, entre guillemets, on peut envisager une SIC dès le départ. Donc effectivement, je pensais par exemple au Clou qui est à Chauvigny. On les a plutôt orientés sur une association. Alors on parle parfois d'association de préfiguration à une SIC, mais c'est une association de loi 1901, tout classiquement. Mais c'est vrai que le statut association est un statut extrêmement souple, administrativement moins lourd qu'une SIC et vraiment bien adapté pour l'émergence d'un projet. Voilà, et toute la phase même d'amorçage. Donc, c'est vrai que parfois, on peut conseiller, quand on a des projets tiers-lieux où le modèle économique n'est pas totalement abouti, à commencer en asso pour tester un petit peu le modèle. Et en fonction de comment se passe le modèle au bout d'un an ou deux, voir si on peut transformer l'association en SIC, puisqu'on fait aussi les transformations d'associations en SIC. Voilà. Donc ça, c'est la différence, elle est essentiellement sur le modèle économique, parce qu'au niveau de la gouvernance, l'association comme un SIC permet beaucoup de choses en fait. L'association est extrêmement souple pour le coup. Si vous avez le diapo, je peux au moins vous présenter ce que c'est que la SIC, puisque j'en parle et que je ne sais pas si tout le monde connaît, mais la SIC, donc c'est une société commerciale, donc on est SIC SARL, SIC ASS ou SIC SA. Dans n'importe quel secteur. Donc, on parle de société coopérative. Pourquoi? Parce qu'on décide en assemblée générale selon le principe d'une personne égale une voix, quel que soit le capital qu'il détient, que le capital est variable. Donc, il peut y avoir des entrées de nouveaux associés, mais aussi des sorties. Voilà, donc il est de nature variable. Il n'y a pas de plus-value sur les parts sociales et c'est aussi pour ça qu'on reste dans le champ de l'économie sociale et solidaire, même si c'est une entreprise, parce qu'il n'y a pas de notion d'enrichissement. C'est-à-dire que quand vous avez 50 € de capital dans une SIC, dans un tiers-lieu, si vous en sortez jamais avec plus, même si le tiers-lieu s'est beaucoup développé. Vous entrez avec votre capital de 50 €, parfois moins s'il y a eu des pertes, puisqu'en SIC, on est solidaire des pertes. Voilà. Donc, il n'y a pas de notion de lucrativité en société coopérative. Il y a aussi des réserves impartageables. Qui, en fait, si la SIC produit des bénéfices, du coup, pratiquement l'ensemble de ces bénéfices, alors statutairement, c'est au moins 58%, mais dans les faits, les SIC que je connais mettent 100% de leurs bénéfices en réserve. Ce sont des réserves qui sont impartageables et non incorporables au capital, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas les distribuer. C'est ce qui va permettre de renforcer l'autonomie financière de la SIC. Voilà. Et la distribution des bénéfices est réglementée. C'est-à-dire s'il y a des bénéfices, la loi dit qu'en SIC, on peut redistribuer que 100 moins 57% aux associés au prorata de leur part sociale. Mais comme je l'ai dit, dans les faits, dès lors où il y a des bénéfices en SIC, tous les bénéfices sont mis en réserve. Voilà. C'est ça une SIC, la différence d'une association, c'est qu'on est vraiment sur une société commerciale. C'est ce qu'il faut retenir. Donc ça, c'est la diapo 11 à mort, si tu la projettes. Et là, sur la diapo 12, j'ai juste illustré en fait le multisociétariat. On a du coup au cœur de cette SIC les communs, qui est la finalité d'intérêt collectif. Et c'est surtout à cela qu'on va s'atteler à formaliser par écrit, comme quelqu'un l'a expliqué tout à l'heure,
formaliser ce que c'est que c'est commun, cette finalité d'intérêt collectif, et autour, comment va s'organiser la gouvernance, sachant qu'en SIC, pour créer une SIC, il faut au minimum 3 catégories. La catégorie des associés salariés ou producteurs du service, la catégorie des bénéficiaires, on va y retrouver les clients, les usagers, les fournisseurs parfois, et la catégorie des partenaires, on peut y retrouver des bénévoles et aussi des collectivités parfois. Voilà un petit peu pour résumer. J'avais mis des exemples, mais ce n'est pas très grave, mais vous pouvez tout à fait diffuser le diaporama aux participants sans problème. Il n'y a rien de confidentiel. Merci. Il y a une question, Amor, sur la fiscalité, c'est ça? Oui, parce qu'effectivement, pas mal de tiers-lieux se retrouvent confrontés à proposer quelquefois une offre de service en lien avec le projet du tiers-lieu qui se retrouve quelquefois dans le champ concurrentiel. Et certains se posaient la question justement du lien justement entre finalement la gouvernance, le statut et puis aussi la nature de l'activité qui peut avoir un impact aussi fiscal. Donc, je voulais savoir si par rapport à ces questions-là, c'est des choses qui vous arrivent en termes d'interpellation au niveau de l'URSSCOP et si au niveau de la gouvernance, c'est impactant au niveau aussi du projet et des structures. Alors, la fiscalité n'impacte pas la gouvernance, ça c'est clair. Par contre, effectivement, la fiscalité peut impacter le modèle économique. Si on a des associations, par exemple, qui veulent se transformer en SIC, l'association n'a pas de TVA, la SIC aura une TVA. Donc, effectivement, il va y avoir un impact. Et donc, l'impact, c'est quoi? C'est comment est-ce qu'on rectifie au niveau du modèle économique. Donc, on va travailler sur soit à ce qu'on augmente légèrement les prix, soit réduire la marge. Mais dans ce cas-là, il faut trouver une autre activité qui puisse combler pour que le modèle soit toujours, au moins qu'on ne perde pas d'argent. Voilà. Donc oui, la fiscalité a un impact quand on transforme, mais dès lors où on est, par exemple, un restaurant, c'est pas très grave. C'est surtout quand on a des activités où les concurrents sont souvent sous un statut association. Et pour le coup, en tant que structure commerciale, si on aura en plus la TVA. Donc, voilà, donc ça fait partie des questionnements et parfois on préconise de garder une structure associative à côté de la SIC pour les activités qui ne sont pas forcément toujours rentables ou qui nécessitent beaucoup de subventions. Parce qu'en modèle SIC, je le précise aussi, on est censé avoir un modèle économique autonome. C'est-à-dire que même s'il y a des subventions, la SIC doit être autonome le plus possible. Donc on tend vers l'autofinancement au maximum. Voilà. Et quand tu parlais tout à l'heure, Lucille, effectivement, des activités, il y a aussi une hybridation dans la gouvernance, mais dans le modèle économique. Pour l'instant, nous, le peu qu'on a vu de tiers-lieux, effectivement, il y a plusieurs activités. Donc, on essaie de bien calibrer, faire un prévisionnel par activité. Et parfois, il y a une activité qui va être plus rentable que les autres et qui va permettre à d'autres activités qui ne seront peut-être jamais rentable, et bien quand même d'exister. Voilà. Et ça ne pose pas de problème en soi. L'important, c'est que l'ensemble tienne la route en termes économiques. Voilà, qu'on ne perde pas d'argent quand on fait la somme de tout ça. Merci. Amor, une autre question? Oui, alors il y a plusieurs questions effectivement sur la transformation d'une association en SIC, sur les délais, peut-être aussi les coûts qu'il peut y avoir pour se transformer de façon juridique. Mais il y avait aussi une autre question pour Lucille Aigron, du coup, de la COP, sur, peut-être ça a été dit, mais sur le panorama des tiers-lieux, ne serait-ce qu'en Nouvelle-Aquitaine, la part des tiers-lieux qui sont aujourd'hui en coopérative, est-ce que c'est un chiffre qui est connu? Et est-ce qu'il y a une tendance de ce modèle juridique? Et il y avait une autre question un peu subsidiaire, c'est sur la transformation d'une tiers-lieu associatif en tiers-lieu SIC, s'il y avait un impact sur la gouvernance aussi, alors bénéfique ou négatif. Oui, il y a des modèles de SIC et de SCOP, mais c'est pas non plus fou. On est à 5% de sociétés coopératives d'intérêt collectif en Nouvelle-Aquitaine.
Donc, c'est pas beaucoup et 1% de scope. Donc, vous voyez, c'est des modèles qui sont encore sous-représentés parce qu'il y a cette facilité quand même, malgré tout, à savoir comment fonctionne une association. Voilà, même si elle a même si elle est fiscalisée, hein, ça peut être une association fiscalisée d'ailleurs, mais il y a cette bascule de passer dans un format entreprise ou entreprise collective qui est pas évident. Voilà, mais cependant, ça prend quand même de plus en plus de place dans les réflexions, notamment liées au développement de ces lieux, parce qu'ils sont quand même 60% à se réinterroger en permanence sur leur projet initial. Donc, la question de changer de modèle, de mieux se considérer en tant qu'entreprise collective, elle vient de plus en plus. Voilà, et bon, pour le coup, je ne sais pas s'il y a un changement de gouvernance pour les tiers-lieux. En tout cas, pour nous, Coopérative Tiers-Lieux, on a d'abord été une association de préfiguration d'une société coopérative pendant 3 ans et on a basculé en coopérative une fois qu'on avait un peu stabilisé notre modèle, qu'on savait où est-ce qu'on allait, etc. Et ça change quand même, notamment sur la question du bénévolat. Parce que même si on peut l'inscrire dans les catégories de sociétaires, c'est pas pareil. Alors déjà, parce que un adhérent, il abonde tous les ans, il décide ou pas de continuer l'aventure associative tous les ans en payant une cotisation, etc. Là, le sociétariat, on met au capital et puis potentiellement, ça s'arrête là. Avec la difficulté d'avoir des sociétaires qui se sont investis à un moment donné et puis en fait qu'on voit plus parce que voilà, on n'a pas renouvelé ce contrat moral tous les ans avec eux et surtout on a perdu pas mal en contributions bénévoles. On en a gagné d'autres de types de contributions, mais c'est pas du tout la même équivalence. Donc il y a peut-être aussi un frein sur ce passage-là, de dire comment on gère en SIC le modèle bénévole. Et puis, il y a aussi des enjeux d'intégrer des institutions publiques, notamment des collectivités locales, dans une V2 d'un projet de développement de tiers-lieux, de se dire, bon, en fait, voilà, si on passait à une vitesse supérieure, qu'on intégrait davantage la collectivité, que le modèle de SIC permettait finalement d'avoir un contrat un peu main dans la main, quoi, de dire on se marie sur un projet territorial, on a envie de faire ensemble, etc. Eh bien, c'est pareil sur la question de la posture et de la place de la collectivité dans la société coopérative. C'est pas toujours évident pour les élus qui changent tous les 6 ans aussi, de se dire ma casquette de financeur, c'est celle-là, et ma casquette de sociétaire, c'en est une autre. Donc, il y a vraiment ce truc de un élu qui rentre dans la décision d'un conseil coopératif, eh bien, c'est pas inné, quoi. Voilà. Et il y a pas mal de confusion de casquettes. Ton micro est coupé, Karine. Mon micro est coupé. Je disais, Lucille Richard, vous voulez compléter? Oui, pour répondre à la question sur le chat, pour la transformation, la durée, il n'y a pas de durée fixée. En fait, ça dépend où on est la maturité du projet. Mais le préalable qu'on va regarder, parce que déjà, quand on est en association, souvent, il y a déjà une gouvernance qui existe. Le préalable qu'on va regarder, c'est le modèle économique. Voilà. Effectivement, on n'accompagnera pas de transformation en SIC s'il n'y a pas un modèle économique viable et pérenne dans le temps. Voilà, ça, c'est vraiment le préalable. Et c'est ça qu'on travaille. Et si ce n'est pas assez mature, on peut effectivement passer par un DLA. On travaille beaucoup avec France Active, parfois, pour étudier une faisabilité économique de transformer l'association en SIC. Donc, parfois, on s'appuie effectivement sur France Active quand il y a besoin d'un temps préalable, si le projet n'est pas suffisamment mature. Mais le frein qu'il va y avoir souvent sur les transformations d'assaut, effectivement, c'est le modèle éco et aussi le frein culturel, parce que il peut y avoir des adhérents d'associations qui sont un peu réticents à passer sur un statut commercial, voilà, puisqu'on devient une société. Et ça, voilà, c'est aussi un frein culturel dans certaines associations. Par contre,
faut faire aussi attention, effectivement, il peut y avoir des envies d'intégrer au capital des collectivités. Alors effectivement, c'est super quand on y arrive. C'est plus souvent les petites collectivités de petite taille. Aujourd'hui, la région n'intervient pas, en tout cas depuis très longtemps, elle n'intervient plus dans les structures, dans le capital de SIC. En revanche, on peut encore voir des mairies ou des Comcom ou des agglos venir dans le capital. Mais effectivement, comme disait Lucille, voilà, il faut aussi les éduquer enfin les éduquer, c'est pas tellement le mot adapté, mais elles vont avoir ces deux casquettes, donc il faut aussi qu'elles soient bien là pour la finalité du projet. J'accompagne par exemple un projet sur Romagne, la Grange Ouverte, donc c'est un bâtiment de gîte de groupe qui appartient à la mairie. Ils vont rentrer dans le capital, peut-être dans le conseil d'administration, peut-être pas. Mais ils ont envie d'être dans la gouvernance, c'est-à-dire d'avoir une voix dans les grandes décisions stratégiques de ce projet, parce que c'est un gîte qui leur appartient déjà, et parce que l'objectif, c'est de dynamiser leur commune. Bon, voilà. Donc, c'est possible, c'est pas toujours facile, mais on peut faire une SIC en collectivité. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'il est temps de conclure. Il nous reste 1 minute à mort pour conclure, pour remercier tout le monde d'avoir été présent, bien évidemment. Donc, tout ce qui a été dit, donc je pense a été enregistré. Amor va vous dire comment vous pourrez retrouver toutes les informations. Ce qu'on peut retenir, c'est que du coup, les initiatives en faisant feu de tout bois, comme on dit, partir même d'un conflit pour pouvoir créer une dynamique, une autre dynamique collective, ce qu'on a pu entendre. Moi, ce que j'ai bien entendu, c'est l'importance de prendre des temps dédiés, voire des budgets dédiés pour prendre le temps de mettre en place ces gouvernances, avec un intervenant ou pas d'ailleurs, de pouvoir s'inspirer des modèles qui existent, de bien penser des temps partagés, d'interconnaissance, de mise en confiance en fait des uns et des autres, et puis sur toutes les questions de statut juridique, etc. On voit qu'il y a des personnes pour nous accompagner. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir été présents et merci beaucoup aux 4 intervenants et je finis par laisser la parole à Amor. Merci Karine, donc c'est à moi de te remercier pour ton animation. Simplement effectivement pour vous dire que la captation vidéo vous sera envoyée à tous les participants à travers la chaîne YouTube de la Fédération régionale des familles rurales Nouvelle-Aquitaine. Vous pouvez retrouver aussi les 2 précédents webinaires qui ont été enregistrés à votre disposition. Et puis, je vous ai affiché sur l'écran le programme des prochains webinaires, avec notamment au mois d'avril, un webinaire, on a encore eu dans le chat des questions sur espace de vie sociale et tiers-lieux. Donc, ça va être l'objet du prochain webinaire. Donc, on vous attend. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire. Puis, du coup, je vais laisser clôturer le webinaire Florence Duvialard, si toujours là, pour conclure. Oui, je suis toujours présente. Écoutez, cette session a été vraiment intéressante. On voit qu'elle pose beaucoup de questions, cette gouvernance à inventer avec des expériences différentes. Je pense qu'il faut s'inspirer de ce qui existe déjà et puis oser et se faire confiance. Voilà. Rendez-vous au prochain webinaire. Merci Florence. Au revoir. Et au revoir à tout le monde.